Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi, en cette fin de semaine. C'est le jour où, dans Question d'actu, nous revenons sur les déclarations phares de cette semaine écoulée. Nous mettons les mots de l'actualité sous la loupe de nos invités. Un débat d'opinion sur ces phrases qui ont fait le tour de l'actu. Et je reçois pour ce deux observateurs aguerris qui partageront avec vous leur lecture des verbatims les plus marquants au Maroc et ailleurs. J'ai plaisir d'accueillir le sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat, professeur Mehdi Aliwa. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre cette fois pas à nos questions, mais de commenter ces verbatims de la semaine avec nous et avec mon autre invité que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau de questions d'actu, Imro El-Qais Talha Jibril. Bonsoir. Merci Khadija, toujours un plaisir de repartager ce plateau avec vous. Mais largement partagé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes cofondateur de ANK Advisors, expert en politique publique. Alors comme chaque vendredi, Question d'actu prend le temps de ralentir, de respirer et de s'arrêter, surtout sur les mots qui ont marqué donc cette semaine. D'abord, chez nous, au Maroc, le mardi 27 mai, à la Chambre des conseillers, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, en réponse à une question à la séance mensuelle des questions de politique générale, il a parlé de l'État social et notamment sur cette, je cite, vision intégrée pour accompagner l'évolution de la protection sociale et accroître son efficacité. On s'arrête sur cette déclaration du chef du gouvernement, je cite, le développement de la gouvernance institutionnelle ainsi que le renforcement de ses capacités techniques, logistiques et financières constituent le bras opérationnel chargé de traduire les interventions gouvernementales en un véritable lien social dont les effets sont palpables sur le terrain. Fin de la citation du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Imro El-Qais, un commentaire déjà sur vous en tant qu'expert en politique publique, sur cette déclaration et sur le modus operandi du gouvernement, notamment sur la gestion de cette généralisation de la protection sociale. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de spécifique dans son speech. Bon, il y avait des chiffres par rapport à combien de personnes ils ont intégré, etc. Mais après, maintenant, je trouve que c'est une politique qui en cache... Et combien ça a coûté à l'État? Parce que parmi ces chiffres-là, on a les 26 milliards de dirhams sur les aides sociales qui ont été distribuées pour l'exercice 2025. Donc là, on a les chiffres. Donc c'est assez détaillé, mais ce n'est pas assez détaillé pour vous. Moi, ce qui n'est pas détaillé pour moi, c'est les études d'impact et les études de besoin. Donc je parle en amont et après. Donc pour moi, on n'a pas vraiment étudié le besoin. Est-ce que le cash va vraiment changer la vie des gens? Deuxièmement, comment on va évaluer l'impact de les cash transfers. En fait, en gros, moi je vois aussi que c'est une politique qui est positive finalement. On va aider les gens qui sont... Mais il dit que les effets sont palpables sur le terrain. C'est là où c'est intéressant. Oui, à la fin de sa déclaration, il dit les effets sont palpables sur le terrain. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de quantifier les effets de l'aide sociale sur le terrain, sur la vie des... Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie des Marocains? Mis à part le fait que si eux, ils ont leurs propres études par rapport d'impact, par contre, publiquement, non, il n'y en a pas. Moi, tout ce que je voulais dire, dans le sens où je trouve que c'est une politique qui en cache une autre, parce que là, on va lever, et on a déjà commencé à lever la subvention sur le gaz, etc., sur les produits pétroliers d'une façon ou d'une autre. Et d'une autre façon, on donne du cash aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc bon, là, le coût de la vie va monter, mais en même temps, on a plus de cash. Moi, je pense que ça va créer même des problèmes d'inflation, etc. En outre, je dirais comme quoi... En fait, le cash ne devrait pas être juste, on dit souvent, teach me how to fish. Donc, apprenez. Confucius apprenait à les gens à pêcher, que de leur donner, donc du poisson. Moi, je pense que c'est un exemple clair de donner le poisson au lieu de apprendre aux gens à pêcher, pour utiliser cette métaphore, parce que le cash n'est pas relié à des conditions par exemple, de upskilling, où on peut être formé pour rejoindre le marché de travail. Ce n'est pas le chômage peut-être à la française. C'est dans le sens où on est censé être formé. L'assistanat. Voilà, donc là, c'est juste donner du cash pour pallier à la cherté de la vie. Donc on parle vraiment de la première base du cadre de Maslow. Je ne vois pas cette politique avoir un étendu ou un impact
on va dire, très durable sur le long terme. Donc d'ici 2030, on ne sait même pas si nos caisses auront assez. Et je pense qu'il faut créer des innovations par rapport à la taxation. Il ne faut plus taxer juste les employés. Et d'ailleurs, ça n'encourage pas l'entrepreneuriat parce que la charge patronale et la charge salariale est trop. Donc on s'attaque directement aux employés pour lever les taxes et pour justement financer ce type de programme. Et je pense qu'on devrait chercher d'autres alternatives pour pouvoir financer ça au long terme. Sinon, on va se retrouver avec des caisses assez vides d'ici quelques temps, en vue de la démographique du Maroc qui devient de plus en plus âgée. Donc je ne vois pas la durabilité de choses. Je trouve que c'est positif, mais que ça doit être raccompagné de upscaling, comme j'ai dit, ou de soutenabilité fiscale au long terme. Donc l'initiative est très positive, mais après, quitte à savoir, est-ce que la mise en œuvre sera efficiente? Mehdi Ali, un commentaire. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On parlait de donner du poisson ou apprendre à pêcher. Moi, je pense qu'on noie aussi le poisson. C'est-à-dire qu'on cache un peu les choses qui sont plus compliquées. L'essentiel, c'est que ici, on a un discours à la fois technocratique et sociologique ou de sciences politiques. Quand on parle de lien social, c'est un concept de sociologie. Donc on sait bien quelles sont les missions. Les missions, personne ne les discute. Au contraire, c'est l'État social. On veut un État fort pour un État social, tous ces nouveaux modèles de développement. Personne ne discute de ça. C'est la faisabilité et l'opérationnalité. Et ici, on a peu de données. Moi, les données que j'ai à mon niveau, qui sont publiques, Oui, bien sûr. Ou celles qui ne sont pas publiées, mais que je connais pour avoir des collègues qui ont participé, c'est qu'on a beaucoup de mal à intégrer en fait les cotisants. C'est une question de solidarité. Pour avoir une solidarité, il faut des caisses. Et dans ces caisses-là, il faut que tout le monde cotise. Pourquoi? Parce que le marché du travail marocain, il est fait de telle sorte qu'on a des personnes, par exemple, qui vont travailler, qu'on appelle des métayers, des khames qui vont travailler pendant 3-4 mois, puis ensuite qui ne vont plus travailler. C'est les saisonniers. Des saisonniers. Donc on a ça dans la pêche, on a ça dans l'agriculture, on a ça chez les bergers. Alors ça, c'est juste des catégories, on va dire, rurales ou proches de la ruralité. Mais on peut retrouver ça dans d'autres types de métiers plus urbains. Ce qui fait que les personnes te disent « mais moi je veux bien cotiser, mais moi ce que je gagne juste pendant ces 3 mois, c'est avec ça que je vais vivre toute l'année. Et le reste du temps, j'ai un peu de j'ai des poulets, j'ai des œufs, j'ai un peu d'agriculture vivrière. » Donc en fait, d'un côté, une technocratie qui veut placer le Maroc sur des formes de cotisation sociale équivalentes des sociétés industrielles, et de notre côté, un Maroc qui reste par certains endroits très rural avec des formes quasi vivrières. Et là-dessus, ça ne matche pas. Ça peut matcher peut-être pour l'axe Casaraba, et encore, on peut regarder dans le détail. Ce que vous dites est très intéressant. Donc en fait, nos politiques et nos politiques publiques ne touchent pas à tout le monde. Les effets de nos politiques publiques ne touchent pas à toutes les franges de la société. Il y a une redistribution qui se fait, qu'on essaye de faire. Ce qui est très positif, c'est qu'on va avoir maintenant des agents, il va y avoir un recrutement. Donc déjà, on va quand même permettre à des personnes qui ont fait des études d'avoir un boulot. C'est une chose très positive vu le chômage des jeunes. Donc on va avoir des agents de l'État, et les agents de l'État d'un État social, donc qui seront déployés sur le terrain pour aider. Donc tout ça, ça va créer du lien forcément. Mais dans tous les cas, à un moment donné, pour pouvoir toucher les gens, il faut un minimum de réaction proactive des personnes. Les personnes ne vont même pas elles-mêmes se déclarer. Donc pour l'instant, on a plein d'études. Moi, on m'a demandé de faire du consulting, je n'ai pas trop le temps, puis j'ai des fonctions qui ne le permettent pas, mais j'ai vu plein de termes de référence où on essaie de comprendre, même jusqu'à la psychologie, pourquoi des Marocains qui devraient avoir accès à ces aides ne se déclarent même pas. Donc on a vraiment un souci d'opérationnalité. Oui. D'ailleurs, ça, justement, pour revenir sur ce qu'il vient de dire M. Liwa, c'est une question de confiance, en fait. Il y a un gap de confiance institutionnelle, ça a été étudié, on l'a fait d'ailleurs. On sait que le Marocain ne fait pas confiance au gouvernement, encore moins aux partis politiques. Et quand il s'agit du ministère de l'Intérieur, par exemple dans le cadre du RSU, etc., ce qui s'est passé avec la CNSS, par exemple pour les auto-entrepreneurs, ça réduit encore plus la confiance. Je vais être plus explicite. Par exemple, une fois que les auto-entrepreneurs se sont enregistrés, ou les coopératives d'ailleurs, en fait, à un moment, on a adossé la CNSS sur ces comptes-là. Ça veut dire qu'on devient payeur, on va dire, obligatoire de la CNSS une fois qu'on est... Alors, moi, de mon expérience, quand j'ai rencontré des coopératives rurales, ils disent à chaque fois, nous, on n'a même pas généré de chiffre d'affaires et on doit commencer à payer la CNSS. Donc, comment voulez-vous qu'on s'intègre avec ce système formel marocain qui veut nous usurper ou nous extirper notre argent alors qu'on n'a même pas commencé une activité génératrice? Après, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi pour généraliser
la taxation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour que ce ne soit plus que les fonctionnaires et pas que, mais en tout cas en grande partie, qui cotisent, fonctionnaires et salariés du privé, mais que tout le monde mette la main à la poche, parce que là aussi, c'est un concept qui n'est pas... mais il faut qu'il y ait qui un n'est pas incentive. très pratiqué par le Marocain. Il faut qu'il y ait On un évite incentive. le fisc. Le Marocain et pas quelqu'un forcément, à mon avis, qui ne refuse de payer les taxes. Non, le Marocain, c'est juste qu'il trouve les taxes trop hautes. Et ça, c'est mon argument de base. Oui. Voilà, donc fiscalement, c'est pas encourageant pour un Marocain de payer autant de taxes et d'avoir un système taxatif qui est assez compliqué aussi. Donc il faut non seulement payer ses taxes, mais trouver quelqu'un qui puisse faire ses taxes pour nous. Et donc quand il y a eu l'amnistie fiscale, 5% en déclaration, ben, on a vu l'engouement des Marocains envers ça. Donc il suffit de créer l'incentive au lieu de surtaxer. Moi je dis, d'ailleurs j'ai écrit un papier politique sur ça et j'ai expliqué comme quoi le Maroc peut-être devrait reconsidérer la zakat comme taxe. La finance islamique n'est pas utilisée au Maroc. D'ailleurs, elle a de très très bonnes idées, que ce soit le Moudaraba, le Mourabaha, etc. Et Zakat, qui est une taxe de 2,5% sur l'ensemble des... La finance participative est déjà, bon, elle est assez balbutiement, entre guillemets. Après, au Maroc, toute une refonte de la mais TVA aussi. effectivement, instaurer une nouvelle forme de taxation participative ou islamique, comme vous dites. Exact. Pour l'aligner un peu aussi au banc. Très bien. Passons à la deuxième, si vous le permettez, messieurs, à la deuxième déclaration. Cette fois, elle émane d'un ancien officier. Il est aussi écrivain, journaliste, militant des droits de l'homme algérien, Anouar Malek. C'était cette semaine, donc, qui a livré un témoignage, on peut le dire, plutôt choc sur la politique de son pays à l'égard de son voisin, donc du Maroc. Je cite Anouar Malik, « Nous avons dépensé 500 milliards de dollars pour entraver le Maroc et nous avons perdu nos richesses et notre dignité à cause du Sahara marocain. » Fin de citation du militant algérien des droits de l'homme, Mehdi Liwa. Un commentaire. Et pour étayer ses propos, cet ancien officier, comme je le disais, a révélé avoir récemment discuté avec un général algérien à Paris. Ce dernier aurait reconnu que l'obsession d'Alger n'était autre que d'empêcher le Maroc de progresser. Oui, en fait, on n'apprend rien de ce côté. Donc, oui. En fait, je ne changerai rien. Je pourrais avoir exactement la même déclaration, mais je ne suis pas algérien, ni encore moins. Parce qu'on parlait justement de politique publique avant. Oui, oui. Et c'est aussi comment l'argent de l'État. C'est un gaspillage. C'est un gaspillé, c'est un drame. Au lieu de profiter à la population. Totalement. En fait, c'est ça, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait en termes de politique publique. Oui, c'est un grand, pour le dire en français, c'est un grand gâchis. Les Algériens le savent bien, enfin, en tout cas, une partie importante des Algériens. Qui n'est pas en Algérie, parce que ceux qui sont en Algérie. Ils ne peuvent plus le dire. Mais voilà. Ils l'ont dit, ou ils l'ont dit autrement, ou si ce n'est pas la question du Sahara marocain, ils l'ont dit sur d'autres dépenses qui, indirectement, de toute façon, étaient gaspillées pour embêter le voisin. Et ça empêche en plus d'avoir une zone de prospérité économique, parce que cette frontière nous coûte aux deux. Mais le mouvement social qui par rapport à Bouteflika, etc., qui a changé les choses, finalement n'a rien changé malheureusement pour eux, mais les gens sont toujours là. Donc ceux qui ont voulu changer de régime, pour des raisons qui rejoignent un petit peu ce qui est dit là, pas seulement, mais c'est-à-dire que le régime algérien, le régime militaire n'a pas pris assez en compte les aspirations de la population et a dépensé énormément d'argent parce qu'ils ont, avec les pétrodollars, beaucoup d'argent dans des choses futiles, au lieu de les dépenser pour leur population, puisqu'on parle de politique publique. Ces Algériens-là, je pense qu'ils sont majoritaires. Et ils sont toujours là et ils le pensent. Et juste qu'ils sont fatigués aussi de... Lecture sociologique justement de la société algérienne avec tout cela, aujourd'hui en 2025. Elle évolue beaucoup, il faut y aller, il faut voir que malgré tout, le régime actuel a tenu compte de ce qui a fait tomber Bouteflika et ses proches. Donc ils ont quand même beaucoup investi dans le social, dans les infrastructures. Donc l'Algérie s'est beaucoup développée, mais par rapport à... même sur la fin du mandat Bouteflika, déjà, on voyait pas mal de choses.
Mais voilà, les comptes n'y sont pas. On ne peut pas avoir de développement sans un minimum de liberté de penser, de liberté d'agir, de liberté aussi de critiquer, parce que la critique, ça permet de voir ce qui ne va pas, de tester, de recommencer. Si dès qu'on dit quelque chose, on est un traître à sa nation, on ne peut plus rien dire, Exact. les gens se taisent et plus rien ne fonctionne. Donc ils sont un petit peu, ils vont dans l'impasse, et c'est dommage, ce peuple courageux mérite beaucoup mieux. امرأ القيس متاع الحاج جبريل. Ok, bah alors, dans le cadre de... Bon, je pense que le commentaire est, comme il a dit, assez obvious. Ça se passe de commentaires. Voilà, je pense pas que je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Par contre, ce que je vais dire, c'est que je trouve... Bon, deux choses. Alors, la première, c'est que moi, disons que je suis assez optimiste par rapport au futur du Maroc et l'Algérie. En tout cas, je préfère être optimiste, on va dire. Là, c'est toujours Parce qu'au final, on n'a jamais cru que le mur de Berlin allait tomber. On n'a jamais cru que l'URSS allait se dissoudre en quelques mois. Moi, je pense que c'est ça le scénario qui possiblement pourrait arriver en Algérie. Et moi, je pense que maintenant, on ne réfléchit. Le Maroc prend bien sûr des batailles diplomatiques, etc., fait des efforts, essaie de ramener un peu la sphère d'influence vers lui. Mais je trouve qu'on ne prépare pas l'après militaire en Algérie. Je trouve qu'au Maroc, on doit travailler sur le côté en dessous des politiques, c'est-à-dire la société civile. On doit créer ces liens. Alors, la deuxième chose, c'est par rapport à l'Algérie. Oui, 500 milliards, en fait, on va dire, si on considère ça comme un investissement, bon, c'est un très mauvais investissement. Ils ont pas fait de retour sur investissement. Si on voit juste la chose, on va dire, d'un point de vue financier. D'un point de vue géopolitique, je trouve qu'ils sont, pour utiliser le terme marocain, mehchmin. Au Maroc, toujours, sans transition, football. Et là, pour le coup, de toute façon, les Algériens comme les Marocains, cet amour du ballon rond n'est pas à démontrer. Et on parle football avec ces déclarations. C'était en conférence de presse le 27 mai. Le sélectionneur national a dévoilé donc la liste des convoqués pour les 2 matchs amicaux contre la Tunisie et le Bénin. Walid Regragui a affirmé que personne n'était mieux placé que lui pour mener les Lions de l'Atlas vers le sacre de gagner la CAN. Vous ne trouverez pas un meilleur sélectionneur que moi pour gagner cette CAN. Dixit Walid Regragui. Déjà, en termes de pure communication, Mehdi Liwa, cette déclaration, c'est peut-être pour redonner confiance. Comment vous la lisez, vous, en tant que Il est beaucoup, Marocain, il a été beaucoup attaqué. Oui. Donc, depuis, ça fait longtemps, c'est pas juste depuis quelques semaines. Donc c'est difficile de porter quelqu'un comme le plus grand héros de la nation et quelques mois après commencer à critiquer et un an et demi après dire non, ça ne marche pas parce qu'il y a eu l'échec de la dernière CAN. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être dans une société Kleenex. En plus, ce n'est pas le système du Maroc. On est dans un système plutôt de constante, de régularité. Donc, on n'est pas, qu'on s'appelait, c'est un héros, qu'on ne s'appelait pas, on le jette comme un Kleenex. Donc, je pense que c'est une réaction un peu épidermique, parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup donné. C'est un homme assez formidable, d'une grande honnêteté, réellement. C'est quelqu'un, wildness, comme on dit. Puis, il sait parler avec... parce qu'il a su parler aux Marocains qui ont grandi ici, mais il sait parler aux Marocains qui ont grandi en Europe. Il a réussi à faire cette synthèse. Aujourd'hui, je ne suis pas un grand spécialiste des entraîneurs marocains, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Est-ce que vous pensez qu'en disant ça, il sait parler justement aux critiques? En disant que vous ne trouverez pas un meilleur sélectionneur que moi? Non, ça ne passe pas. À Maghreb, ça ne passe pas ce genre de sortie. Les gens aiment bien, puisqu'on fait des anglicismes, he need to humble himself. Mais bon. Oui, et un peu d'humilité. C'est ce que vous dites en fait. Il a besoin d'un peu plus d'humilité. Et d'ailleurs, vous avez parlé des critiques, parce qu'il l'a dit. Il a dit aujourd'hui, Walid Regragui, tout le monde se prend pour un expert. On trouve des gens dans les cafés avec une casquette, un verre de thé à la main, en train de parler des joueurs et de l'entraîneur juste pour quelques likes. Oui, mais ce sont ses supporters, donc il doit quand même mieux parler de ces personnes-là. Mais bon, c'est mon point de vue. Ok, intéressant. C'est la première fois que je commente publiquement sur le foot marocain. Alors, en tant que Marocain, je vais parler. Alors, moi, personnellement, my take on this. Alors déjà, moi, personnellement, j'aime beaucoup Walid Regragui. Et je vais vous expliquer pourquoi, et ça rentre dans le cadre de Hadl Quote. Dans le sens où, moi, je trouve qu'il a un mindset qui manque au Maroc. En fait, c'est un mindset de gagnant. En fait, c'est quelqu'un qui exude, on va dire, de la confiance en soi. Et en fait, il veut qu'on gagne. Et en fait, je trouve même de post, on va dire, Qatar 2022 jusqu'à maintenant,
En fait, finalement, il n'y a que l'Afrique du Sud avec qui on a perdu. On a gagné 10 matchs après. Les gens, je pense qu'ils sont assez sélectifs. Ça, c'est les biais psychologiques humains. On a tendance à voir là où ça passe pas. Mais par contre, on a oublié qu'on a gagné 10 matchs depuis l'Afrique du Sud. Donc, je trouve qu'en termes de chiffres, on n'a jamais été aussi bon qu'avec Walid El-Khalaki. Et c'est la preuve, c'est on a été jusqu'à demi-finale. Genre, franchement, on ne peut pas lui enlever ce crédit. Alors, cette quote, moi, je la trouve, oui, c'est vrai qu'elle est un peu prêtée à la prétention. Mais moi, je trouve qu'il crée un mindset pour les joueurs aussi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que je trouve que c'est lui qui maintenant qui va se prendre les critiques, mais il protège ses joueurs. Allahumma yakhdu les critiques que les joueurs diaolo. C'est comme ça que je le vois. Et deuxièmement, je trouve que c'est quelqu'un qui n'a... D'ailleurs, c'est quelqu'un que je regarde tout le temps à ses conférences de presse parce que je trouve qu'il a quand même un côté politique intéressant. Il a créé un nouveau mindset de gagnant au Maroc. Et chose qu'on manque, on devrait gagner dans l'éducation, gagner dans l'industrie, gagner dans le foot. Et si ça émane du foot, tant mieux. C'est ça ce que je dis. Donc s'il dit ça et qu'il perd, finalement ça va passer pour de la prétention. Par contre, s'il dit ça et qu'il gagne, ça va totalement shifter notre façon de nous voir, and our self-worth, comment on se voit et comment on se considère. Donc Anna, pour moi, Walid c'est un gagnant par les faits, par les stats. Et qui dit ça, c'est vrai que ça peut être un misstep, c'est clair. Mais en même temps, ça peut être une erreur de communication. Une erreur de communication, il sait pas en aller, mais il faut voir la conférence aussi, parce que les questions étaient finalement trop critiques et qui disaient, et c'est quelque chose que nous, même en tant qu'entreprise, on fait, dans le sens où, en fait, on ne veut plus d'étrangers qui viennent au Maroc nous dire comment on doit faire nos choses. Et c'est ce qu'il a critiqué. Il a dit, voilà, Britou Gaouri, Jibo, pour qu'il fasse ça. Mais moi, je suis marocain, je comprends les Marocains, j'aime ce pays, et donc forcément, je serai le meilleur entraîneur pour. Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Bon, dernière citation de cette semaine, elle nous vient des États-Unis. Citation sous le signe de la rupture. C'est Elon Musk qui quitte officiellement mercredi soir son poste au département de l'efficacité gouvernementale, le fameux Dodge. Le mania des affaires s'est dit déçu par le président américain Donald Trump. Il a critiqué aussi la grande loi économique portée par le président, le ciblant pour la première fois directement. Elon Musk, j'ai été déçu de voir ce projet de loi de dépenses massives, franchement, qui augmente le déficit budgétaire. Fin de citation, c'était donc l'ancien conseiller spécial du président Trump. Commentaire, messieurs. Donc c'est Elon Musk qui quitte. Est-ce que c'était prévisible qu'il parte aussi vite? Évidemment. Oui. Évidemment, sauf si les États-Unis explosent complètement et que ça devient une plutocratie. Une plutocratie, mais sinon, non. Il ne pouvait pas rester. C'était pour amuser la galerie. Il avait un délai, un temps avant de passer devant le Sénat. Et même dans le bord des Républicains, il est détesté parce qu'en fait, on ne gère pas un État comme on gère n'importe quoi. Mais il a fait des coupes, c'est-à-dire des coupes budgétaires. Il a fait faire, c'est pas lui, mais en tout cas, il a conseillé le président qui a signé des décrets présidentiels pour opérer des coupes budgétaires sur plusieurs départements parce que justement, ça saignait trop. Parce que les États-Unis aujourd'hui ont atteint un certain seuil d'endettement qui est très grave. Mais il y a deux solutions. Soit on veut un État et on trouve les moyens de l'alimenter, et donc on travaille sur l'alimentation, soit on ne veut pas d'État, et donc on tue l'État. Et lui, c'est ce qu'il cherchait. Et puis, il n'a aucune compétence. Il n'est ni politique, ni économiste, ni financier, il n'y comprend rien. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, qui a beaucoup bénéficié des aides publiques de l'État. Sans l'État, Elon Musk n'est rien du tout. Il a bénéficié de milliards pour pouvoir faire développer ses entreprises. Il a su se placer à certains moments et ça lui est monté à la tête. Et il est parti dans un délire assez spécifique avec quand même des influences de philosophes qui mélangent un peu de la pensée d'extrême droite, du néolibéralisme. Ils se font appeler anarcho-capitalistes, donc un mélange d'anarchisme et de capitalisme. Ces gens-là détestent l'État. Donc c'est difficile d'expliquer, alors qu'on vient de commencer le débat en disant qu'on a besoin d'un État au Maroc social, etc. Et que pour les autres, on va leur dire qu'ils se débrouillent sans État. Sans État. Sans État. Emre El-Khaïs, je suis sûr que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet. C'est la première fois que je ne vais pas être d'accord avec vous par rapport à Musk, parce que j'ai vraiment étudié sa vie de près, surtout quand il a commencé en tant qu'entrepreneur. Oui, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un politique, ça c'est sûr, mais c'est arguably le meilleur entrepreneur de notre ère,
notre ère, parce que maintenant, même la NASA se fie à lui pour pouvoir lancer des roquettes dans l'espace. Ça ne marche pas très bien, cette ancienne. En ce moment, ils sont en train de revoir tout ce qu'il a fait. Bon, je vais juste revenir expliquer un peu le personnage, ne serait-ce que brièvement. En fait, au niveau de ces entreprises, pourquoi il a pu... c'est pas tout le monde qui arrive à créer une entreprise de fusée. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'il y avait 2-3 joueurs qui étaient sur la place et qu'en fait, ils n'avaient aucune incentive de couper les costs de... Donc, ils pouvaient faire payer le gouvernement américain autant d'argent qu'ils voulaient parce que de toute façon, il n'y avait pas... Le but, c'était de retarder au maximum la livraison des fusées pour que... qui puisse faire payer plus finalement et pour qu'il y ait les extensions des contrats. Donc quand lui il est arrivé dans juste ce marché spécifiquement, il a essayé de faire, il s'est dit bon pourquoi je vais faire une fusée avec cette pièce qui coûte $100 000, je vais essayer de trouver une pièce qui coûte $1 000 pour le faire. Et en fait c'est quelqu'un qui a non seulement avec Tesla et avec SpaceX et maintenant Starlink, il faut savoir ces entreprises, les 4 ou 5 entreprises qu'il gère sont vraiment énormes et d'ailleurs je ne sais pas comment il a pu gérer ça en plus d'être dans la politique, mais en gros sa stratégie c'était de couper 90% ou voire même 95% et revenir pour voir quels sont les services les plus essentiels. Ça c'est au niveau de l'entreprise et c'est pour ça que Trump l'a pris comme Special Government Employee, donc un employé spécial du gouvernement. Ça, je pense la durée c'était 130 jours. Donc à la base là il quitte pas parce que c'est Trump qui l'a viré, mais il quitte parce que finalement son contrat est fini. Alors ça ne veut pas dire que l'entente cordiale qu'ils avaient affichée au tout début du mandat de Trump, elle s'est un peu effritée. On ne peut pas savoir, mais moi je pense que c'est un show pour ne pas montrer qu'en fait qu'ils sont toujours proches. Très bien. Il a été remercié par la porte-parole de la Maison-Blanche pour son aide, etc. Et d'ailleurs, la problématique du déficit, c'est toute une discussion dans on va dire la classe intellectuelle, politique, économique américaine, parce qu'on trouve que les niveaux de dette sont énormes et que maintenant on paie plus les intérêts que la dette elle-même. Exact. Et donc on doit trouver des solutions. Bon, il est venu, il a promis 2 milliards, 2 trillions de savings. Finalement, il en a fait 150, 160 milliards et on débat toujours. Bien sûr, il a coupé des choses qui ont vraiment affecté, par exemple, le Maroc comme USAID, comme les fonds de développement partout dans le monde. Mais l'idée, c'était vraiment de réduire les inefficacités au niveau budgétaire. D'ailleurs, il a trouvé des gens qui avaient 200 ans au niveau de la sécurité sociale. Donc, il a prouvé. En fait, il a prouvé que le système ne pouvait pas être aussi parfait que l'on ne prétend. En fait, le système, je ne pense pas qu'il disait qu'il était parfait. Non, les prédécesseurs. Mais il n'y avait aucun audit. Et d'ailleurs, moi, ce que je peux lui reprocher, pour être critique, en fait, il n'a pas pu... Ça, peut-être, c'est pas de sa faute, mais il n'a pas pu s'attaquer au plus gros du budget, qui est la défense. La défense. Et donc, forcément, si on va réduire le déficit, on va réduire la dépense, en fait, il faut voir tout le gouvernement as a whole. La plus grosse dépense, surtout. Merci beaucoup. Merci à vous également, professeur Mehdi Aliwa. C'était fort intéressant d'avoir des perspectives aussi différentes sur des sujets, surtout sur des déclarations qui ont donc marqué cette semaine. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Un très, très bon week-end à tous.